Bienvenue dans Maman à Maman au cœur du TDAH. Je suis Émilie, maman de Charlie, consultante en parentalité spécialisée dans le TDAH, conférencière et podcasteuse. Et aujourd'hui, je laisse ma place parce que ce hors-série, il est fait pour ça. Donner le micro à ceux qu'on n'entend pas, ceux qui vivent le TDAH de l'intérieur sans jamais avoir l'occasion de le dire vraiment. Mon invitée aujourd'hui, c'est Émilie. Elle écoute ce podcast depuis le tout premier épisode. Depuis le début, elle me suit, elle me fait confiance. Et aujourd'hui, c'est elle qui prend la parole. Émilie est maman d'une jeune fille de 12 ans, un parcours long, semé d'embûches, de maîtresses qui ne comprennent pas, de portes qui se ferment, de rendez-vous qui s'enchaînent sans réponse, et un diagnostic qui arrive enfin. TDAH avec impulsivité. Ce qu'elle va nous raconter aujourd'hui, c'est la vraie vie. Pas la version polie, pas la version courageuse qu'on affiche sur les réseaux. La vraie avec des doutes, la fatigue, les batailles et les petites victoires qui font tenir. Émilie, merci d'être là, merci de faire confiance à ce micro, et merci à toutes celles qui écoutent parce que son histoire, c'est peut-être aussi la vôtre. Bonjour. Bonjour Émilie, merci d'être là. Donc, en quelques mots, qui es-tu, où tu vis et tu fais quoi dans la vie? Alors, je m'appelle Émilie, je suis aide-soignante et actuellement en formation pour devenir infirmière. Je suis maman de 2 enfants, Lucie et Léonie. Je suis pacsée avec mon compagnon Johan, qui lui est jardinier paysagiste. Nous vivons dans la région Limousin, plus exactement en Haute-Vienne, à côté de Limoges. Alors, parle-nous de ta fille, quel âge elle a? Alors, Lucie est âgée de 12 ans. Elle est actuellement en 6e dans un petit collège à côté de la maison. C'est une petite fille qui est plutôt anxieuse, enfin, elle est pleine de vie, mais très anxieuse et pleine de troubles de de différents troubles. Quand as-tu senti pour la première fois que quelque chose était différent chez ton enfant? On a commencé à voir qu'il y avait des difficultés, c'était notamment sur la période du CP, où Lucie, pendant le confinement, évidemment, le confinement, premier confinement du Covid, a montré des difficultés et notamment lors des devoirs à la maison. Où, elle se braquait facilement, où il y avait un problème. Elle prenait beaucoup de retard dans ses apprentissages et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème. Au début, on nous disait que c'était peut-être, tout simplement, lié au confinement, donc on a décidé de la faire redoubler. Ensuite, étant donné que la maîtresse ne s'occupait pas très bien d'elle, on a décidé de la changer de classe et jusqu'en CE2, on n'a pas eu de retour vis-à-vis de si ça se passait bien ou pas bien. On nous a dit que ça allait bien, qu'elle avait à peu près rattrapé son retard de CP et c'est en CE2 qu'on a commencé à nous réinterpeller en nous disant qu'il y avait des difficultés, notamment en mathématiques. On nous a demandé de faire des bilans auprès d'orthophonistes pour déceler une dyscalculie. D'accord. Et du coup, le redoublement et le changement d'école, c'est votre choix, une obligation? C'est par rapport à ce que Lucie avait vécu auparavant? Alors, ça a été un choix de notre part, dans la mesure où, du fait qu'elle redoublait, elle retrouvait sa maîtresse qu'elle avait eue en CP pendant le confinement, enfin, pendant le confinement, pendant l'année du Covid. Et nous ne voulions pas le refaire parce que la maîtresse, ne sachant pas gérer Lucie, la mettait de côté et ne s'en occupait pas. Donc, on ne voulait pas que notre fille revive ça, on voulait qu'elle évolue, donc on a décidé de la changer d'école. Comme ça, on repartait sur une base saine avec une nouvelle maîtresse et notamment des copains, de nouveaux copains, des gens qui ne l'excluent pas du fait de sa différence. Et toi, quand la maîtresse, elle l'écartait, c'est quelque chose que tu as vu tout de suite ou c'est le ressenti de Lucie? Comment tu as vécu ça, ce moment-là? Alors moi, je l'ai mal vécu parce que je voyais ma fille quand même qui était pas bien. Elle voulait pas aller à l'école. Clairement, c'était quelque chose. Elle ne voulait plus aller à l'école. Elle le disait clairement que elle se sentait exclue. Et la maîtresse, Lucie avait une tendance à jouer avec les enfants plus jeunes que son âge. Et ce que la maîtresse ne voulait pas, donc elle lui empêchait de le faire et elle se retrouvait toute seule dans la cour de récré ou toute seule lors des apprentissages parce que, elle était totalement exclue au final. Et du coup, en C2, tu évoques une 10, c'est ça? Oui, Tu peux nous en Lucie dire plus? mais oui, Lucie avait des très grosses difficultés en mathématiques. Elle avait pris énormément de retard. Tout ce qui était, la manipulation du chiffre était compliqué. Donc la maîtresse m'a interpellée, m'a demandé s'il y avait possibilité de lui faire faire un bilan, pour, voir si elle n'avait pas une dyscalculie, chose que nous avons fait du coup. Nous avons pris rendez-vous avec une orthophoniste. Elle a été bilantée pour une dyscalculie. Au début, la dyscalculie n'apparaissait pas parce que,
l'orthophoniste lui trouvait un trouble du raisonnement logique. Il n'y avait aucune logique dans son raisonnement, donc elle ne pouvait pas du tout réussir les mathématiques déjà Mm. de ce fait-là. Et suite à ce bilan, il a été décidé à ce qu'on lui fasse une petite rééducation orthophonique pour ça, en fait. De fil en aiguille, l'orthophoniste qui se documentait beaucoup sur les troubles associés, les troubles de l'enfant, en fait, m'a interpellée en me disant qu'il y avait peut-être un autre trouble et qui serait peut-être un trouble attentionnel. Et elle m'a aiguillée notamment vers une neuropsychologue pour faire un bilan neuropsychologique, chose qui a été faite en 2024. Ok, et toi, que tu t'y attendais quand l'orthophoniste t'a dit ça, enfin, quand elle t'a proposé d'aller rencontrer un neuropsy? Sincèrement, j'ai pas été totalement surprise, étant donné que, beh, je suis une maman comme toutes les mamans, je suis un petit peu sur internet, je suis un peu sur les réseaux sociaux et j'ai déjà vu, passer des documents où on parlait, du TDAH et de certains symptômes et dans certains, je reconnaissais ma fille. Clairement, Lucie, elle apparaissait, sur certains troubles, sans difficulté. Donc j'ai pas été surprise et c'est pour ça que j'ai pas émis de réticence à lui faire un bilan, neuropsychologique. Et du coup, le jour du diagnostic officiel, tu te souviens de ton état d'esprit, de ce que t'a dit la neuropsy? Alors, elle m'avait déjà préparé avant le retour du bilan. À la fin du dernier, rendez-vous où Lucie a fait son bilan, elle m'a dit que bon, fallait que je m'attende clairement aux résultats, qu'on était bien dedans. Donc, j'étais pas surprise non plus, j'étais déjà préparée, mais j'avoue que bon, on prend quand même un coup de massue, quoi. C'est pas quelque chose auquel, on s'attend forcément, quoi. Et ça a J'étais notamment été, toute seule. Et papa ouais, n'était pas là parce que lui, il travaillait, il ne peut pas toujours être disponible bien non sûr. plus. Et c'est vrai que du coup, j'ai été toute seule pour entendre un petit peu le résultat du bilan et c'était un peu dur quand même. Et ton conjoint, il l'a pris comment? Il s'en doutait un peu, lui, ou il est tombé des nues? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, même si dans le fond, il se dit que ben, il se retrouve un petit peu dans le comportement de sa fille, il se retrouve un petit peu lui au même âge en fait. Voilà. Mais il s'y attendait pas. Pour lui, non. Je dirais même qu'il est encore un peu dans le déni du diagnostic et du trouble. D'accord. Oui, sachant que les chiffres sont plutôt parlants hein, sur le TDAH, il y a 70% de cas d'hérédité. Ça peut nous renvoyer, nous, en tant qu'adultes, même si on n'est pas diagnostiqué, à certains faits ou à certains où on se dit notre enfant, il nous ressemble beaucoup sur certains points et c'est pas toujours les points les plus faciles. Donc effectivement, il peut y avoir cette phase de déni qui peut être là. Comment ça s'est passé, le diagnostic de Lucie auprès de ta famille proche? Comment ça a été ressenti? Comment ça a été vécu? Alors, quand je leur ai dit que le bilan avait statué sur un TDAH, au début, les gens me disaient qu'ils n'étaient pas surpris, que ça ressemblait bien, que voilà. Sauf que de fil en aiguille, je me rends compte que les gens, ils le voient pas comme nous et ils ont du mal à comprendre ce trouble. Même si on leur explique certaines choses, alors on peut parler de l'impulsivité de Lucie, à couper la parole, à beaucoup parler, c'est quelque chose qui est mal compris de ma famille proche. Oui, c'est pas toujours évident parce que moi j'anime des conférences sur casser les idées reçues sur le TDAH et ce qui ressort c'est ton enfant il fait exprès, tu l'as mal élevé, tu sais pas le cadrer et en discutant autour de moi je me rends compte que finalement c'est les personnes qui ont un enfant TDAH vivent ça, vivent ce Oui. quotidien-là parce que c'est un trouble qui est mal compris ou alors on se dit oui, bon, c'est un effet de mode parce qu'on diagnostique tout le monde, parce que tout le monde a ce trouble. On est un peu aussi dans ce modèle un peu de société où voilà, c'est à la mode. Je pense aussi que c'est un retour en arrière, on va dire, dans la mesure où les enfants, dans le temps, enfin avant, nous, sur notre génération, on n'était pas forcément diagnostiqués sur le TDAH et Mm. que quand on était comme un enfant TDAH aujourd'hui, ben, on était en fait l'enfant mal élevé et du coup, on reste un petit peu sur ce préjugé et je trouve ça vraiment dommage. Les mentalités n'ont pas évolué aussi vite que les diagnostics qui ont été faits sur cette pathologie et sur ce trouble. Dans la littérature, le TDAH, on le retrouve depuis très longtemps. Effectivement, ça va pas aussi vite et
Et pourtant, c'est nécessaire pour que nos enfants puissent aller bien et puissent avoir une scolarité entre guillemets à peu près normale, parce que tant que l'éducation nationale ne sera pas formée sur ces troubles-là, on va avoir des enfants qui vont avoir des difficultés, qui vont avoir des difficultés pour s'insérer, pour s'intégrer aussi dans une classe, pour s'intégrer aussi avec leurs camarades, parce qu'ils n'ont pas toujours le même sens de l'humour, ils n'ont pas toujours la même gestion des émotions, ni toujours les codes de la société. Donc c'est à nous, voilà, en tant que parents, toi, Émilie, en tant que témoin aujourd'hui, pour pouvoir parler un petit peu de tout ça. Donc, je trouve que c'est important de libérer la parole et de mettre en place ce petit épisode, cette série d'épisodes un peu hors série. Donc, du coup, Lucie, elle est sous médication? Oui, non? Qu'est-ce Oui, que... elle est sous traitement Ouais. Medikinet depuis 1 an maintenant, enfin 1 an et demi exactement. Mhm. Il a été mis en place suite à un rendez-vous chez la pédopsychiatre qui m'a été conseillé justement par la neuropsychologue pour vraiment faire le diagnostic concret du TDAH. Mhm. Et à mon premier rendez-vous, la pédopsychiatre m'a parlé justement du traitement médicamenteux, chose à laquelle on n'était pas forcément pour avec le papa au début. On avait peur de l'accoutumance, on avait peur de beaucoup de choses. On parle d'un neurostimulant, moi qui suis dans le domaine de la santé, on avait peur qu'il y ait une certaine accoutumance et que ce soit difficile après pour elle de s'en passer, quoi. On avait vraiment, c'était vraiment notre peur principale. Et Et suite à ça, ouais. oui. J'allais te demander comment vous avez changé d'avis. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Au deuxième rendez-vous chez la pédopsychiatre, cette dernière m'a demandé que le papa soit présent à notre rendez-vous, déjà pour lui expliquer un petit peu en quoi consistait le traitement, pour nous rassurer là-dessus. Le papa n'était pas forcément pour toujours, et au final, c'est Lucie qui nous a demandé à ce qu'on essaye le traitement. De ses mots, c'était moi, je vais essayer, si ça peut m'aider, je veux le faire. Donc, nous avons pris la décision de tenter, ce qui a été un effet plutôt bénéfique pour elle. Ouais. Du coup, comment s'est passée cette conversation? C'est elle qui est venue vers vous en disant, moi, je veux essayer. Euh, En fait, on lui a demandé son avis. Ouais. Clairement, on s'est dit, elle est là, elle est avec nous dans le bureau. C'est bien aussi de demander son avis à notre enfant parce que elle est quand même là, elle est acteur de sa vie, de sa Mm. scolarité. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée de lui demander. Donc, on lui a posé la question et c'est comme ça qu'elle nous a dit qu'elle voulait essayer. Pour elle, pour l'aider, ça pouvait l'aider parce elle se sent différente, Mm. mais aussi tout simplement parce qu'on a fait se sentir différente au sein de l'école et elle se dit que peut-être ça peut l'aider. Oui. Et du coup, est-ce que tu te souviens de quand elle a pris les premiers cachets, ce qu'elle a pu te dire? Est-ce qu'elle a senti une différence? Elle a commencé les cachets 1 semaine avant la reprise de l'école. C'était fin août, fin Ouais. août, 1 semaine avant. On s'était dit on va tester pour voir un petit peu sur les effets secondaires notamment. Je me souviens, on était partis, je mangeais au restaurant avec des amis et tous les ans on fait ça avec des amis et j'ai les filles avec moi tout le temps. Et je me souviens que Lucie, elle suivait nos conversations comme jamais elle les avait suivies, mais elle ne coupait pas la parole, elle écoutait, elle répondait aux questions. C'était vraiment, elle répondait aux questions, elle divaguait pas. Enfin, c'était pas comme avant où au bout de 2 questions, elle perdait le fil, elle regardait à droite, à gauche. Ça n'avait rien à voir. Vraiment, on avait une conversation avec elle, ce qu'on n'avait pas jusque-là. Et elle-même le disait qu'elle se sentait un peu plus concentrée et qu'elle sentait qu'elle était moins perdue. C'était ses mots, c'était elle était moins Mm. perdue. C'est important, ces mots-là. Parce que du coup, ça permet voilà, à l'enfant de pouvoir faire un retour et de comment lui, il vit les choses. Donc, si elle est moins perdue, c'est l'idée. Moi, mon fils, il a dit qu'il avait le cerveau rangé. Donc, C'est ça. après, on n'est pas à leur place, hein, on ne prend pas le cachet, donc on ne sait pas ce qu'ils peuvent ressentir, mais qu'ils puissent déjà poser un mot sur ce qu'ils vivent et sur ce qu'ils vivent au quotidien avec le traitement. Je pense que ça change tout parce que je pense qu'on retrouve des enfants plus apaisés et en phase, et puis qui ils sont vraiment finalement, parce que le fait d'avoir le trouble, ça gâche un peu, ça gâche leur personnalité et qui ils sont. Et là, on les découvre autrement. Je pense que c'est intéressant. C'est Oui, complètement autre chose. oui, oui. Et aujourd'hui, Émilie, comment tu vis le fait que Lucie, elle prenne le traitement?
Alors je le vis on va dire que je le vis bien parce que Lucie, quand elle est rentrée en CM2, elle avait un niveau de fin de CE2 Ok. sur toutes les matières et fin de CM2, elle avait déjà rattrapé tout son retard, sauf en mathématiques vraiment, où c'est vraiment sa matière, faible. Elle-même, elle me dit que, beh, elle se sent beaucoup plus concentrée en classe, qu'elle écoute mieux et même, socialement parlant, ça a changé beaucoup de choses étant donné que Lucie, elle s'est trouvée des copines, ce qu'elle n'avait pas jusque-là parce elle jouait souvent avec des enfants beaucoup plus jeunes qu'elle. Là, c'est des enfants de son âge et c'est beaucoup mieux, quoi. Elle est plus épanouie, elle est mieux, quoi. Clairement, elle est mieux. Donc c'est une réussite. Complètement. À aucun moment, on a regretté, au final, d'avoir écouté notre fille et de lui avoir, fait prendre le traitement. C'est important ce que tu dis. Ça permettra à d'autres mamans de peut-être revoir leur position sur la médication. Oui. Du coup, vous avez fait un dossier MDPH pour Lucie. Comment ça s'est passé? Oui, suite à ça, donc enfin, suite déjà Ouais, au bilan neuropsy. Alors, il y a eu le rendez-vous chez la pédopsychiatre, mais en parallèle, j'ai quand même fait un dossier à la MDPH afin que Lucie puisse avoir, une aide humaine en classe pour l'aider un petit peu à suivre et notamment à faire, les prises de notes. Enfin, tout ce ok. qui était, relatif à ce qui demande beaucoup d'attention. Bon, nous avons réussi à faire un dossier MDPH avec, beaucoup de mal, on va dire, Mm. parce que c'est quand même un parcours du combattant entre le dossier médical, le Gevasco à l'école, sans parler, pour le Gevasco, il faut que les maîtresses soient en accord avec nous, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est vraiment un parcours du combattant. On nous dit que la MDPH est là pour nous renseigner. Quand on les appelle, ils sont incapables de nous donner des renseignements, les renseignements dont on a besoin. Mm. Et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'au final, on perd du temps avec ces dossiers. Ça pourrait être beaucoup plus simple et plus fluide, et au final, ça l'est pas, quoi. Du coup, elle a un PAI, un PPS, quelque chose comme ça? Alors, elle a un PAI pour le traitement depuis son Ok. entrée en sixième. D'accord. Nous avons mis en place un PAI pour que le traitement soit pris à son arrivée au collège et pour qu'il puisse agir le plus longtemps sur la journée. Oui. Et elle a également un PPS pour tout ce qui est aménagement au sein de l'enseignement. Et c'est là où ça commence à devenir un peu plus compliqué en termes de scolarité, c'est à faire respecter les PPS parce que tous les professeurs ne les respectent pas. Mhm. C'est faire des rappels constants aux professeurs pour les PPS, pour les aménagements, pour les aides en classe. C'est constant, constant. C'est tu penses que c'est un manque de volonté, un manque d'information qui fait qu'ils les appliquent pas, les PPS? Je pense que c'est propre à chaque professeur. En majorité, je dirais que c'est un manque d'information au niveau des PPS. Mais il y a quand même, faut le dire, certains professeurs qui en ont rien à faire et qui ne se calent pas dessus, quoi. Vraiment, qui en ont rien à faire et malgré nos rappels, qui ne font aucun effort vis-à-vis de ça. Mm. Donc, du coup, quand les aménagements sont pas respectés, il y a pas trop de solutions, quoi. C'est ça Non, que... alors moi, je fais des rappels réguliers aux professeurs en cause. Et vraiment, quand ça va pas, je le fais un petit peu remonter aussi via l'infirmière scolaire pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut être fait pour que le PPS soit appliqué aussi. Mm. Notamment, nous, je vais parler en l'occurrence pour Lucie, le professeur qui ne respecte pas le PPS, c'est le professeur de mathématiques, la matière où elle est déjà en très Mm. grande difficulté, et je pense que c'est pas aider notre enfant non plus. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire des rappels réguliers, mais bon, c'est comme parler des fois à des sourds, quoi. Ils n'entendent pas. Oui, non, c'est sûr. C'est quoi les moments les plus difficiles à la maison avec Lucie, s'il y en a? Il y en a, il y en a. C'est le soir, quand déjà Lucie, elle a plus le traitement, Oui. parce que bon, le traitement a une durée d'action sur la journée, Mm. mais quand elle arrive à la maison, souvent le traitement n'est plus actif. Et au moment des devoirs. Le moment des devoirs est relativement compliqué dans la mesure où, Lucie a une faculté de concentration qui excède pas 15 minutes, que, elle a une charge de travail assez importante malgré le PPS quand elle rentre à la maison Mm. et du coup, ça reste un parcours du combattant. Alors on essaie de faire un maximum de devoirs les week-ends parce que c'est les moments où on peut fractionner, les temps de devoirs. Mais c'est-à-dire quand, il y a des devoirs, la veille pour le lendemain, ça devient un petit peu plus compliqué à gérer pour Lucie.
Alors, de mon parti, il m'arrive des fois de lui laisser de côté quelques exercices, par exemple en mathématiques ou des choses comme ça, pour éviter de la mettre trop en difficulté et réduire la charge de travail aussi. Et j'en informe en parallèle le professeur de mathématiques que Mmh. souvent, il y a un ou deux exercices qui ne sont pas faits. C'est pas toujours évident non plus, hein, mais bon. C'est sûr, c'est pas toujours évident. Après, vaut mieux faire de la qualité que de la quantité. C'est ce que je conseille à tout le monde. Après, je sais ce qui fonctionne bien, mais ça marche pas toujours. C'est pouvoir, voilà. Après, c'est vrai que quand les enfants ils rentrent, déjà ils sont fatigués. En fonction de là où ils habitent, ben, le parent peut pas toujours aller chercher, donc il y a un peu le bus. Ils aiment bien rentrer, se décompresser. Enfin voilà. Donc après, avec un enfant qui a un trouble de l'attention, c'est toujours proposer deux choix. Est-ce que tu veux aller prendre ta douche ou faire tes devoirs, mais pas aller dans quelque chose, enfin une liste à rallonge de choses à Ouais. proposer. Et après, il faut utiliser, ben voilà, toi tu sais que ta fille c'est 15 minutes, et ben voilà, c'est 15 minutes. Après, il y a la méthode Pomodoro qui fait, elle, c'est 25 minutes, mais si toi tu sais que ta fille c'est 15 minutes, et ben tu vas, pendant 15 minutes, elle va être focus sur une matière, mais voilà, tu sais que ce ne sera pas plus. Et ça, c'est OK, c'est ce que je dis, c'est OK, parce que du coup, il vaut mieux la qualité que la quantité. Mais Ah, même pour elle, enfin, je veux dire, ils font tellement d'heures en cours, enfin, changer de classe. Enfin, je trouve qu'au collège, c'est difficile avec un enfant qui a un trouble de changer de salle, de s'adapter, le bruit au réfectoire, parce qu'ils sont beaucoup plus qu'à c'est ça. l'école primaire. Je trouve que ça leur demande une grosse énergie et que quand ils arrivent le soir, ouais, bah, ils ont envie d'être un peu au calme. Et parfois, il y a de l'impulsivité qui peut arriver et qu'il faut savoir, nous, en tant que parents, savoir gérer parce que nous, on a eu notre journée C'est aussi. ça. Et, voilà, de trouver la bonne combinaison pour que chacun puisse trouver sa place au sein de la famille. Et c'est ce moment-là qui peut être crucial et qui peut être vite compliqué. Mais C'est je vois que ça. tu as trouvé des choses qui ont l'air de Oui. bien fonctionner avec Lucie, Bah, donc c'est top. on Franchement. s'adapte. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, ce que je dis, hein, c'est les parents qui connaissent le mieux leurs enfants, donc c'est ce qui permet de bien caler le quotidien et d'avoir des moments de qualité aussi. Parce qu'il y a C'est ce que je dis beaucoup. souvent, quand on a un enfant TDAH, c'est savoir s'adapter à son enfant. Tous les jours ne se ressemblent pas et c'est là où il faut savoir s'adapter en fonction du comportement de son enfant. Oui, c'est avoir une grande adaptabilité, ouais. Voilà. Faut aussi savoir ritualiser certaines choses. C'est pas toujours évident parce Mmh. que moi, nous, on a essayé de mettre en place des petits rituels, pour Lucie. Alors, ça va marcher une semaine, la semaine suivante, ça va pas forcément marcher et pourtant, il faut qu'ils aient un cadre, qui les guide sur le quotidien. C'est pas évident, c'est toujours à tâtons, il y a toujours des choses à modifier, mais c'est quelque chose qui les aide bien aussi. Mmh. Oui, c'est ça, on avance d'un pas, on recule de deux, mais il faut toujours qu'il y ait le même rythme, même si les routines, des fois, effectivement, ils regardent plus, mais de savoir que ça va se passer plus ou moins toujours de la même façon, ça les rassure déjà. Et ça, je trouve que c'est important, vacances scolaires ou pas vacances scolaires, d'avoir toujours un peu le même poids. Et Ouais. ça, je trouve que c'est important. Et Ouais. Lucie, elle comprend son TDAH, elle t'en parle, elle en parle à ses copines. Oui, elle en parle, elle le comprend, notamment, quand on a eu les premiers rendez-vous chez la pédopsychiatre, elle lui a donné des bandes dessinées qui expliquent, le TDAH, qui après il y en avait une autre qui expliquait tout ce qui concernait la prise du médicament, comment ça fonctionnait, ce que ça allait lui apporter et c'est quelque chose qu'elle a beaucoup lu, parce que Lucie est une enfant qui adore lire. Elle a beaucoup lu, elle l'explique à ses copines et récemment, elle a fait, au collège, dans l'emploi du temps maintenant, ils ont 1 heure par semaine ou tous les 15 jours, je crois même, où, ils parlent, de la santé avec l'infirmière scolaire et justement, c'est quelque chose dont elle a parlé, auprès de sa classe et elle était tellement fière d'expliquer un peu ce qu'elle, elle traversait. C'était assez marrant, oui. Elle le comprend, elle le sait, elle connaît et c'est quelque chose de très important. Mm. Je trouve que c'est très important qu'ils sachent de, de quoi ils souffrent, entre guillemets, et qu'ils puissent en parler et qu'ils puissent t'expliquer, parce qu'effectivement, ça ne se passe pas toujours comme eux voudraient. Et ils aimeraient peut-être être moins stigmatisés et être un peu
fondu dans la masse. Oui, c'est ça, c'est ça. Émilie, Moi ah pardon, moi vas-y. moi, la différence, de l'hyperactivité, c'est que Lucie, elle est pas hyperactive du Mmh, tout. Enfin, elle est pas hyperactive. C'est pas un enfant qui va beaucoup bouger. Elle, elle est plus, vite perdue dans ses pensées. mmh. C'est son esprit divague et donc elle a moins la stigmatisation de l'enfant hyperactif, mais elle a plus, c'est l'enfant rêveur. Celui qui écoute pas parce qu'il rêve, parce qu'il y a une source d'amusement et quelque part, du coup, elle va complètement décrocher ce qu'elle est en train de faire pour s'occuper de ce qui se passe à côté et c'est là où est la difficulté, du TDAH, que de Lucie, en fait. C'est comme ça qu'on a eu du mal à le diagnostiquer aussi. C'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est pour ça que le diagnostic des filles qui ont un TDAH arrive beaucoup plus tard parce qu'effectivement, elles n'ont pas du tout cette hyperactivité. Mais du coup, voilà, c'est ce que tu dis. Elle est rêveuse, elle est dans son coin, elle C'est ça. papillonne. Ouais, ouais. Alors que, oui, alors qu'il y a le trouble et qu'elle en souffre, mais qu'on n'a pas réussi à poser des mots. Et ça, c'est ce que tout le monde, enfin voilà, hein, ce que les professionnels disent. Le Oui, TDAH chez les filles, c'est compliqué. oui. Oui, oui. Mais voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait, donc c'est chouette. Ça, Elle a l'air épanouie, enfin, elle a l'air OK avec oui. son trouble et tout ça, donc c'est chouette qu'elle puisse en parler et qu'elle ait choisi, elle, de tester la médication. Mmh. Émilie, quel message as-tu envie de laisser aux parents qui sont au début de parcours et qui se sentent dépassés? Faut pas baisser les bras. Faut savoir un petit peu, se faire aider aussi des personnes autour de nous, parce qu'on n'est pas tout seul, en fait. En discutant avec les gens autour de nous, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous et qu'il faut savoir bien s'entourer. Il faut aussi écouter son enfant, parce que nous, si aujourd'hui, si on n'avait pas écouté Lucie, elle prendrait peut-être pas le traitement, on n'en serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui. Je trouve que c'est très important et écouter ce que nous disent les professionnels. Nous, ça a été l'orthophoniste, ça peut être un médecin de famille, ça peut vraiment être n'importe quel autre professionnel qui peut nous aiguiller sur, la marche à suivre pour aider notre enfant. Je trouve que c'est important. Moi, en ce qui me concerne, bon, il y a eu l'orthophoniste, j'ai su m'entourer, avec une autre maman, d'une enfant, alors pas diagnostiquée, mais qui avait à peu près le même trouble que Lucie et du coup, on fait face à 2 et c'est je trouve que c'est important parce que quand il y en a une qui baisse les bras, l'autre arrive à remonter et ainsi de suite et c'est comme ça qu'on arrive à avancer et c'est vraiment important. Quelle est la phrase que tu aurais aimé entendre, toi, au tout début? Moi, en tout début, j'aurais aimé, qu'on me dise que j'étais pas toute seule et que faut savoir avancer et pas baisser les bras et surtout, faut pas forcément écouter l'éducation nationale et se fier à nous et à ce qu'on sait de notre enfant. C'est les parents qui connaissent le mieux leurs enfants. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment où tu as vu ta fille autrement grâce au TDAH? Oui, alors Lucie, du fait du TDAH, c'est une enfant qui est très, comment dire? Très artistique, on va dire. C'est une enfant qui, alors, à défaut d'être très mauvaise en maths, elle va avoir des qualités autres, notamment sur tout ce qui est, création de récits. C'est des enfants qui sont imaginatifs. En fait, ils c'est comme ça qu'ils sont bien. Enfin, moi, Lucie, elle est comme ça, elle est bien comme ça et là, actuellement, en sixième, elle a pris une option cinéma et elle est débordante d'énergie et elle a 20 de moyenne, quoi. C'est vraiment, c'est une enfant qui est pleine d'imagination, quoi. Elle raconte des histoires, elle fait des bandes dessinées, elle est très imaginative et c'est ce qui ressort le plus de son TDAH, en fait. À défaut d'être bonne dans les autres matières, elle est bonne, sur tout ce qui est artistique, quoi. Mais c'est chouette, bravo, bravo à elle. Après, moi je trouve qu'ils ont tous les enfants ont une facette un peu cachée, mais qu'il faut, voilà, en tant que parent, peut-être sur ces enfants qui ont des troubles, peut-être aller chercher de l'activité qui peuvent leur convenir et qui leur permettra de s'épanouir. Donc là, Lucie, ouais, c'est chouette, c'est toute cette activité cinéma, création, c'est vraiment chouette. Moi, Charlie, c'est la piscine. Oui, Voilà, voilà. il faut qu'ils trouvent quelque chose qui leur donne envie et qui leur permette de se dépasser et dans lesquels ils sont épanouis. Et ça, c'est important. C'est important. En extrascolaire, Lucie, alors elle a fait de la danse folklorique à un moment, parce que nous, on a enfin, on a une association de danse, folklorique autour de chez nous et pendant 2 ans
Et bon, sa petite sœur voulait faire du judo, donc elle a voulu tester le judo. Elle n'a pas apprécié. Et du coup, là, elle revient à la danse folklorique. Et c'est quelque chose qui vraiment lui tient très à cœur au final. Tout ce qui est artistique, on va dire, tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est ce qui ressort le plus chez mon enfant, quoi. Chez Lucie, c'est vraiment, c'est ça, quoi. Tout ce que nous, on se dirait, ben non, enfin, nous, ça ne nous plairait pas forcément, elle, ça lui plaît. Et c'est ça qui est important, c'est écouter son enfant aussi. Mm. Dans quoi il est le plus épanoui et dans quoi il est le mieux, quoi. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur cette interview? On a C'est fait tout. s'écouter et écouter son enfant, c'est tout. C'est le plus important. Ok, s'écouter, écouter son enfant. Mm. C'est Très vraiment bien. le plus important. Ok. Donc, Émilie, merci d'avoir eu le courage de te livrer comme ça, avec cette honnêteté et cette simplicité. Tu représentes tellement de mamans qui écoutent en ce moment et qui se reconnaissent dans chacun de tes mots. Si tu t'es reconnue dans cette histoire, tu n'es pas seule. Il y a une communauté entière de mamans qui vivent la même chose, qui cherchent les mêmes réponses, qui portent le même poids. Rejoins-nous. Le lien est en description de cet épisode. Et si cet épisode t'a touché, partage-le. Envoie-le à cette maman que tu connais, celle qui galère en ce moment, celle qui n'ose pas en parler. Parfois, un épisode de podcast, c'est le déclic dont on avait besoin. La semaine prochaine, on continue la collection Ceux qu'on n'entend pas et j'accueille Marine. Elle n'est pas maman d'un enfant TDAH, elle est de l'autre côté, celle qui accompagne, qui soutient, qui est là au quotidien pour ses enfants. Elle a travaillé avec Charlie. Elle connaît ce monde de l'intérieur différemment et c'est ce qu'elle a à dire va vous surprendre. Rendez-vous samedi, prends soin de toi et prends soin de ton enfant. Tu fais un travail remarquable. Maman, maman au cœur du TDAH, du cœur